Un instant caresse, un moment RBS. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9. Il est bien 1h de l'après-midi et c'est surtout l'heure d'écouter l'émission de la caresse, les rendez-vous du monde. C'est Eric au micro et aujourd'hui nous allons parler d'un des moyens en notre possession pour faire le tour du monde. Mais aussi le tour de l'histoire ou encore le tour de nos imaginaires. Il ne s'agit ni de littérature ni de cinéma, mais du média qui a depuis longtemps gagné son statut de 9e art, la bande dessinée, la BD pour les intimes. Nous parlerons aussi d'illustration, tant il est vrai que ces deux modes d'expression sont liés. J'allais dire deux mondes d'expression, mais à mon sens, chaque œuvre ou chaque collection est un monde en soi. Un univers qui se développe et qui s'offre à nos yeux de lecteurs. Pour ma part, je dois à la BD l'envie folle d'apprendre à lire. Je regardais les albums d'Astérix avec délectation, mais je ne voulais pas me contenter des images qui disaient déjà pas mal de choses, mais aussi comprendre ce qui faisait se gosser mon père quand il lisait les bulles. Et qu'il n'arrivait pas à transmettre parce que faire la lecture des phylactères à haute voix, ça casse le charme et on comprend pas bien ce qui se passe. J'ai donc appris à regarder la bande dessinée avant de la lire, et je sais que c'est encore mon réflexe maintenant. Avant même de lire une page, je la regarde comme un tout dynamique pour voir d'abord ce que me dit l'image, sa dynamique, son action, son esthétique, et puis je m'attache aux bulles. Parfois même, j'esquive les didascalies en encadré, les trucs du genre tout à coup ou pendant ce temps-là, etc., etc. Et je reste immergé dans l'histoire pendant tout le temps de la lecture. Et à la fin, j'aime à nouveau parcourir le livre pour revoir certains moments forts de la narration. Parce qu'il ne faut pas oublier que le principe de base de la bande dessinée, c'est de nous raconter quelque chose, une histoire, de l'histoire, un document scientifique, une enquête, une fable, bref. C'est un mode de narration qui permet d'aborder à peu près tout. Sans pour autant vous imposer ces pages de publicité, comme à la télé, ou le prix d'une entrée et on ne sort qu'avec des souvenirs, comme au cinéma. On parle souvent de la BD comme le cinéma du pauvre. Mais il me semble que c'est bien plus que ça. On peut s'inspirer du cinéma, reprendre certains codes, mais ce mélange de texte et de dessin, s'organisant sur une page, nous offre un rapport au temps complètement différent. On avance à notre rythme, et ce, même si les bons auteurs savent nous faire ressentir les accélérations et les ralentissements dans l'action. Les montées en tension, bref, tout ce qui nous fait vivre l'histoire. Comme le texte, le dessin nous plonge dedans parce que l'artiste, au crayon, à la plume ou au pinceau, compose son image. Il compose aussi la page, dans le cadre ou parfois en s'affranchissant du cadre. Bref, on peut dissimuler autant de niveaux de lecture dans une bande dessinée qu'il y a de plaisir à la découvrir ou à la redécouvrir. Oui, jeune enfant, j'ai aimé les bandes dessinées. Les grands classiques connus de tout le monde, Tintin, Astérix, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, les Schtroumpfs et tant d'autres. Je suis sorti de l'enfance avec Gaston, Blueberry et Valérian, et Laureline, ne l'oublions pas. Je me suis émerveillé devant les œuvres d'Hugo Pratt, et maintenant, de plus en plus, en plus de ces formats classiques, j'ai découvert le roman graphique, une manière plus libre encore de raconter des histoires. Et encore, je me contente vraiment de parler de la tradition européenne de bande dessinée. Mais je lis aussi les comics, c'est-à-dire les bandes dessinées américaines, ceux qui dépassent largement les histoires de super-héros. Mais bon, faut être honnête, les grosses maisons d'édition comme DC et Marvel couvrent une très grosse partie de l'édition états-unienne. C'est réellement dommage, parce qu'il y a des auteurs, des œuvres absolument sublimes qui se cachent derrière la cape rouge de Superman. Je vais citer quelques noms qui seront connus des amateurs de BD, comme Art Spiegelman et son Mouse, ou Craig Thompson avec Habibi, sans oublier l'immense Will Eisner, un quasi inconnu en France, mais tellement reconnu outre-Atlantique que son nom est devenu celui d'un prix de premier plan. Alors j'oublie aussi de citer les mangas que je connais moins bien, il faut l'avouer, mais pas par désintérêt parce que le temps est limité et on ne peut pas se passionner pour tout à la fois. C'est donc pour parler de bande dessinée que nous avons invité aujourd'hui des membres de l'association Alsace Bande Dessinée qui organise le festival Strasbourg. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis Yannick Bailly. J'ai fondé l'association avec un ami il y a une dizaine d'années et je m'apprête à lancer la 14e édition du Festival européen de la bande dessinée de Strasbourg, Strasbourg 2021, qui aura lieu au Centre culturel Marcel Marceau de Neudorf samedi et dimanche prochain. Donc du coup, on a bien compris, l'association Alsace Bande Dessinée, c'est l'association qui s'occupe d'organiser le festival Strasbourg. C'est ça. En plus du festival, qu'est-ce que vous organisez ? Il faut savoir quand même que Alsace Bande Dessinée, c'est une organisation qui s'est montée il y a
près de 15 ans, avec pour objectif principal d'organiser à Strasbourg un festival européen de la bande dessinée. Pourquoi ? Parce que on est parti du constat que à Strasbourg, qui est une ville dont l'histoire n'est plus à faire sur le plan du graphisme, des dessinateurs illustres qui en sont sortis de ces écoles d'art, dont les arts déco, les fameux arts déco qui sont devenus maintenant l'AIR, est une ville qui a c'est un vrai berceau de l'art graphique et de la bande dessinée. Donc il fallait, pour nous, ça s'imposait de créer un festival de la bande dessinée à Strasbourg. Et donc Alsace Bande Dessinée a pour vocation principale de créer ce festival. Maintenant, c'est vrai qu'on a d'autres activités qui sont quand même aussi tournées vers l'organisation d'événements moins importants, comme les rencontres d'Alsace Bande Dessinée au mois d'avril, qui réunissent autour d'une exposition en 3 dimensions, en général des bouquinistes, des libraires, des auteurs, pour célébrer un peu le démarrage de la nouvelle année au printemps, de la nouvelle année des bandes dessinées, et rappeler à tout le monde que le festival Strasbulle va bientôt arriver. Et on participe aussi à d'autres événements comme Compagnons d'encre, à travers un partenariat avec Emmaüs à Chervillers. On participe à ce festival qui est dédié à tout ce qui a trait à tous les métiers et toutes les activités artistiques qui ont trait à l'encre, comme la photographie, le tatouage et la bande dessinée naturellement. Voilà. Du coup, comment ça... Philosophiquement, si on peut dire quand même, Alsace Bande Dessinée a pour vocation de promouvoir, à travers ce festival, de promouvoir la bande dessinée, et ce, particulièrement auprès du public strasbourgeois, du public du Grand Est, et encore plus particulièrement auprès de la jeunesse. D'accord. Du coup, comment ça s'organise un festival ? Quels sont les impératifs à remplir, les difficultés ? D'abord, pour organiser un festival comme Strasbourg, il est composé, enfin, il se développe sur plusieurs axes. Il y a le premier axe, c'est la rencontre des auteurs avec le public. Donc, on invite des auteurs à venir rencontrer le public strasbourgeois. Donc il faut prendre contact avec eux, leur présenter le festival et les inviter à venir passer 2 jours à Strasbourg autour enfin, il faut dire quand même que Strasbourg, au niveau des auteurs, a une particularité, c'est que on invite les auteurs à venir rencontrer le public autour de tables rondes. Donc c'est pas la même chose que quand vous êtes derrière une table et que vous signez à la chaîne des ouvrages. Là, vous discutez un petit peu avec le public, vous avez le temps, et le public aussi, le temps de prendre un petit moment d'échange avec l'auteur. Et donc c'est une façon assez conviviale d'organiser ces rencontres, et qui est assez plébiscitée par le public et par les auteurs. Donc ça, c'est la part auteur, mais pour faire un festival, évidemment, il faut de l'argent. Et donc là, on est soutenu par les institutions, dont principalement la mairie de Strasbourg et la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, et aussi par la région Grand Est et la collectivité Alsace, pour ce qui est des institutions. Et pour ce qui est du reste, eh bien, on fait appel à toutes les bonnes volontés autour de nous. On sollicite les sociétés privées, les entreprises qui vont nous aider à travers des dons, soit en nature, en matériel, en alimentaire, ou soit en argent, en prenant des espaces publicitaires dans le programme, etc. Et donc on arrive comme ça à faire une somme qui est suffisante pour nous soutenir et nous permettre de payer toutes les charges qui incombent à l'organisation d'un festival comme ça. Donc on peut faire un petit appel aux entreprises qui nous écoutent et qui sont fans de bande dessinée. Si vous voulez apparaître dans un programme de festival Strasbourg, n'hésitez pas à contacter. Alors par ailleurs, on édite aussi pas mal de produits dérivés, comme des t-shirts, des ex-libris, des images, des sérigraphies, des puzzles, tout un tas de choses qu'on vend sur le festival ou dans les événements auxquels on participe, et qui nous permettent aussi de rentrer des financements. Du coup, quels sont vos meilleurs souvenirs de Strasbourg ?
Ah, mes meilleurs souvenirs de Strasbourg, c'est quand on a terminé. Hein, mon meilleur souvenir, c'est quand on a réussi à faire un bon festival où les auteurs sont contents, le public a pu rencontrer les auteurs qu'il voulait, où la fête a battu son plein pendant 2 jours autour de la bande dessinée, où la jeunesse a pu se découvrir de nouveaux auteurs, de rencontrer leurs auteurs préférés, échanger avec eux, et voilà des bons souvenirs de festival réussi. Un des plus, disons, un festival qui m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup plu, c'est le festival qu'on a organisé en 2017 à Strasbourg, donc c'était Strasbourg 2017, et dont le parrain était André Juillard, et qui nous avait, doté d'une magnifique affiche autour de Black et Mortimer à Strasbourg, et ça nous avait beaucoup plu. Un dessinateur c'est un auteur qui a beaucoup d'élégance à la fois dans son trait et dans sa façon d'œuvrer en matière de bande dessinée. Je veux lui rendre ce petit hommage en passant. Si je me rappelle bien, le dessin c'était Black et Mortimer, et puis il y avait la cathédrale juste derrière. Voilà, on avait en fond les toits de Strasbourg avec la cathédrale en ombre essentiellement. C'était un dessin qui m'avait marqué parce que je le trouvais à la fois sobre et d'une grande élégance. Il me semble assez important de préciser, si je me rappelle bien sur les affiches, c'est le Festival international de la bande dessinée. C'est le Festival européen de la bande dessinée parce que tous les ans, quand le Covid ne nous en empêche pas, comme cette année où on a eu quand même pas mal de complications, on met un pays européen à l'honneur à travers sa bande dessinée, et donc on promeut à la fois les atouts culturels et touristiques du pays, et en même temps on invite des auteurs, en général de jeunes auteurs non encore publiés en français, qui vont à la fois exposer, rencontrer le public strasbourgeois et montrer un petit peu ce que c'est que la bande dessinée, qui est en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, etc. Et permettre au public de Strasbourg de venir découvrir d'autres bandes dessinées que les bandes dessinées qu'on a l'habitude de lire, et les bandes dessinées, comme on dit, franco-belges ou belgo-françaises, comme vous voudrez. Est-ce que du coup, il y a déjà eu des auteurs européens qui ont eu l'occasion d'être publiés en France, de rencontrer des éditeurs français? Ah oui, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs européens sont, à travers leurs rencontres dans les festivals comme Strasbourg, sont publiés maintenant en français. C'est une bonne plateforme, si vous voulez, pour rencontrer du monde, et du monde au niveau professionnel, et on a toujours privilégié cette possibilité. Oui. D'accord. Et du coup, vos espoirs et vos projets pour l'avenir, pour vous et pour l'association? Nos espoirs et nos projets, c'est de pouvoir continuer à organiser un festival qui obtiendra, j'espère, ou qui aura de plus en plus de retentissement. Les problèmes qu'on rencontre sont toujours les mêmes, financement et les bonnes volontés compétentes et engagées des bénévoles. D'accord. Est-ce que vous avez encore un mot à dire sur... Oui, je pourrais vous dire un petit peu quelque chose sur ce que va être Strasbourg 2021, qui est un festival qui va s'ouvrir, une fois n'est pas coutume, pas à Place Kléber, comme il en a l'habitude au mois de juin, mais au centre culturel Marcel Marceau de Neudorf, dans un espace fermé, donc à cause à la fois de l'hiver et puis du fait que la Place Kléber est occupée, et donc par le marché de Noël, et que on est obligé de laisser la place au marché de Noël. À Noël, c'est évident. Hein. Et donc voilà, c'est un festival qui réunit quand même plus de 40 auteurs autour d'une grande exposition du parrain, qui est cette année, du fait de l'ouverture du registre culturel de Strasbourg, qui est aussi voué à l'illustration. Donc on a choisi un parrain qui est un artiste de talent, qui est Frédéric Pilot, qui est auteur de nombreux livres illustrés pour la jeunesse, et qui a été primé aux Imaginales d'Épinal. Et cet automne, son œuvre a été exposée à la fois au Festival Quai des Bulles à Saint-Malo et à la galerie d'Ayen Maguen de Paris. Donc on accueille une petite exposition consacrée à son œuvre aussi sur le site du festival.
Et autour de lui, donc une quarantaine d'auteurs, dont beaucoup d'auteurs régionaux, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup d'éditeurs de livres illustrés, beaucoup d'éditeurs de bandes dessinées, et beaucoup de choses intéressantes, comme par exemple les 70 ans de Pezzi, l'ourson danois, qui va être honoré par son dernier auteur, Thierry Capezzone. On aura également un urban sketcher allemand qui, pour vous expliquer ce que c'est qu'un urban sketcher, je vais vous dire ce que c'est que je vais vous extraire une phrase du manifeste des urban sketchers. Nous montrons le monde de dessin en dessin, in situ, en intérieur ou en extérieur, et croquons sur le vif la vie des gens. Donc ça, c'est un extrait du manifeste de cette communauté des urban sketchers, dont c'est Jörg Hasselborn, qui est allemand et qui vient à la fois souligner la vocation européenne du festival et à la fois nous montrer une nouvelle forme d'expression graphique qui est l'urban sketching. D'autre part, moi je pense que la bande dessinée, elle a deux choses, elle apporte deux choses vraiment importantes ces dernières années. Elle s'est imposée dans le monde de la jeunesse comme un moyen d'apprendre plus facilement à lire, à la fois dans sa langue, mais à la fois aussi à tous les gens qui arrivent, par exemple en France, tous les jeunes, tous les enfants, tous les petits-enfants qui doivent apprendre le français et qui, à l'aide de la bande dessinée, vont aller beaucoup plus vite et beaucoup plus agréablement vers une nouvelle langue. Et elle a une deuxième chose, elle apporte une deuxième chose très importante. Je pense qu'elle apprend aux gens, à travers les adaptations des œuvres littéraires magistrales, leurs adaptations en bande dessinée apprennent aux gens à découvrir ce que c'était que la littérature. Et ils peuvent lire des livres connus et magnifiques qu'ils n'ont jamais pu lire à travers une bande dessinée. Et donc, par exemple, les éditions Corrette ici à Strasbourg, à travers l'artiste Claude Everert, ont publié son adaptation d'un roman de Luis Sepulveda en bande dessinée. C'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Très beau roman de cet auteur très talentueux. C'est une très très belle histoire que j'ai déjà lue à des enfants et les enfants en général ils adorent, quoi. Oui, c'est vraiment pour moi ça illustre, si vous voulez, cette contribution de la bande dessinée à la découverte de la littérature par un moyen qui est un moyen facile, un moyen agréable, un moyen que les enfants ont l'habitude d'utiliser pour avoir accès au monde et à passer plus facilement les difficultés que leur impose l'apprentissage de la langue, et c'est surtout vrai pour les petits étrangers. Et je voudrais encore dire une dernière chose au sujet de ce que va apporter, de ce que va montrer le festival de cette année, donc Strasbourg 2021. On a invité un éditeur qui nous apporte un nouveau souffle dans la bande dessinée, une nouvelle voie d'expression graphique, une nouvelle forme de bande dessinée, c'est le Blow Book. Alors le Blow Book, c'est un petit bouquin qui est... alors l'auteur est contraint par le format, qui est vraiment un format de poche. Il y a une case par page, il y a 224 pages, et vous aurez le plaisir à Strasbourg de découvrir 8 de ces petits ouvrages qui sont écrits par 8 auteurs différents et qui vont être distribués. Alors, la chose un petit peu originale aussi, c'est qu'ils sont distribués par un distributeur automatique. Donc, ça donne accès à la bande dessinée une nouvelle forme de bande dessinée pour un prix assez modique, c'est 5 €, je crois, le petit bouquin. Et vous ne pouvez l'avoir qu'en utilisant la machine distributrice de bande dessinée dans ce format-là, qui est un format que vous pouvez emporter partout avec vous, mettre dans votre poche de chemise ou dans votre poche de jean. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et il y aura 3 des auteurs seront présents pour signer ces petits Blow Books, ainsi que leur éditeur Philippe Capard. Donc je vous invite tous et toutes naturellement à venir nous visiter à Strasbourg et venir rencontrer les auteurs et découvrir toutes les nouveautés, illustrations et Blow Book que Strasbourg a vous apporté cette année.
Donc c'est le 10, 11, 12 à l'espace Marcel Marceau, Voilà, c'est ça? c'est le 10, c'est l'installation. Le 11 et le 12, c'est vraiment l'ouverture du festival au public. D'accord. Une dernière question, quels sont vos derniers coups de cœur en bande dessinée? Alors, mon dernier coup de cœur en bande dessinée, moi, vous savez, je suis un lecteur de bande dessinée un peu éclectique, donc je ne saurais pas trop quoi vous dire, mais si je dois en citer une, j'ai bien aimé le dernier Black Sad. Ah oui, Voilà. c'est un grand classique. Voilà. Après, c'est difficile de pas aimer Black Sad. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une bande dessinée. Il faut dire que bon, c'est des auteurs qui sont passés par les studios Disney, qui ont fait vraiment des choses extraordinaires avant déjà de faire Black Sad. Donc, on se retrouve quand même avec des gens qui ont l'habitude de manier un crayon et des couleurs. D'accord. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée parce que vous allez nous quitter, je crois. Voilà. Et nous allons écouter encore sur Strasbourg une interview de Monsieur Petman Alain, qui est le président de Alsace Bande Dessinée et que nous avons pu rencontrer chez lui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter l'association Alsace Bande Dessinée puis qui organise le festival Strasbourg? Oui, donc moi je m'appelle Alain Petman, je suis depuis juillet 2019 le nouveau président de l'association Alsace Bande Dessinée, ABD. Le président précédent c'était Lionel Wurms, donc depuis 2008. Et le but de cette association, bien sûr, c'est de promouvoir la bande dessinée sous toutes ses formes et avec deux actions principales. La première, la principale étant bien sûr la réalisation du festival Strasbourg, qui est devenu, il y a déjà pas mal d'années, le festival international de la bande dessinée, puisque de nombreux acteurs viennent de tous les pays de l'Europe. D'accord. Allez, quelle est l'histoire de l'association et l'histoire du festival Alors, en fait, l'association est née d'une première rencontre entre Lionel Wurms, l'ancien président, et Yannick Bailly, qui est l'actuel trésorier et on va dire le maître d'œuvre du festival actuellement. Donc, ils ont commencé à regarder un petit peu en 2007 autour d'eux des gens qu'ils connaissaient, ou etc., enfin, qui pouvaient être intéressés par la bande dessinée. Donc, Yannick Bailly m'avait contacté en me disant, voilà, on aimerait faire une association autour de la bande dessinée, puisqu'il savait que j'étais passionné. Et donc, le but de cette association étant principalement de faire un festival de BD. Alors la première fois, donc on a une assemblée donc constitutive en juin 2007. On voulait au début, enfin bon, surtout certains membres, il était question tout au début de faire déjà fin 2007 un festival. Bon, on s'est rendu compte que les préparatifs étaient quand même trop importants pour le faire, et donc on a remis ça à 2008. Donc le premier festival a eu lieu au mois de septembre, du 15 au 21 septembre. Ça se déroulait sur une semaine, avec bien sûr toujours le point d'orgue durant le week-end. Donc le parrain à l'époque, en 2008, c'était Félix Menet. On a rassemblé donc pas mal de gens de divers horizons. Il y avait des auteurs qui venaient aussi bien de Strasbourg et de sa région que des auteurs donc de voilà, peut-être certains assez connus. On a eu Pénélope Badieux, on a eu donc Baru, on a eu Joseph B. Il y a eu à l'époque, on avait aussi José-Louis Bocquet, Cyril Bonin, qui lui aussi est un local. On a eu des gens donc de la micro-édition, comme Olivier Bron, Catel Muller, qui était là aussi, Demeter. Enfin bon, on avait déjà à l'époque, et puis Fmur, qui donc était le regretté Fmur, donc décédé ça va faire 3 ans maintenant, qui a été le parrain du festival, lui, en 2010.
Toutes ces personnes donc se sont assez vite rassemblées autour de nous pour la création de ce premier festival qui avait lieu donc salle de la Bourse et qui a été un succès relatif. Bon, on a eu, je pense, quelques milliers à l'époque de visiteurs et c'était assez prometteur. Bon, avec les petits problèmes, en faisant ça au mois de septembre, on avait la rentrée scolaire qui avait déjà eu lieu, ça posait quelques difficultés. Ce qui fait que dès 2009, on est parti pour faire un festival au mois de juin. Donc pour ce premier festival qui a eu lieu durant l'été, on est parti sur fin juin parce que bon, il nous fallait quand même un petit peu de temps pour le préparer. Ça a été Émile Bravo, donc qui a été très connu entre autres pour son interprétation de Spirou dans le journal d'un ingénu. Et depuis, enfin, il continue encore sur la même lancée, enfin, un auteur d'importance. Et donc, on s'est retrouvé avec ce festival maintenant qui avait lieu au mois de juin, donc peut-être un petit peu plus propice au niveau de la météo, et avec de plus en plus de monde qui venait. On a atteint, on va dire, presque notre maximum autour de 2011-2012, avec en 2011 Loisel, donc le créateur de Peter Pan, de la quête de l'oiseau. Voilà, superstar, qui n'empêche pas d'être très sympa d'ailleurs. Comme quoi, il y a des superstars dans le domaine de la bande dessinée qui restent très accessibles. Et donc, cette même année, alors ce n'était pas lui qui avait fait l'affiche à ce moment-là, mais donc on avait un autre très très grand auteur qui était là à ce moment-là, le créateur donc de l'Enfeuse de Troie, et ce qui nous a permis donc d'avoir enfin bon une foule d'auteurs donc autour donc du créateur de l'Enfeust, le scénariste Arleston, et donc bien sûr le dessinateur Tarquin et son épouse Lise, qui bien sûr sont voilà des auteurs on va dire internationaux au niveau du retentissement, puisque bon, l'Enfeust de Troie, l'Enfeust des Étoiles, l'Enfeust Quest, enfin il y a eu les mondes de l'Enfeust, toute une saga chez Soleil autour de cette création. On avait eu d'ailleurs cette année-là aussi à Arleston, on avait fait quelques discussions autour du métier de scénariste. Donc avec Arleston, avec c'est vrai que ça remonte quand même à 2011 tout ça. Donc voilà, oui, ça fait 10 ans. Donc ma mémoire de temps en temps fait un petit peu défaut. On a eu bon, une foule d'auteurs, je crois que c'était l'année où on a eu le maximum d'auteurs présents. Certains qui malheureusement ont disparu depuis. Et puis bon, donc on en arrive à 2019. Alors peu à peu, donc dans les parrains, on avait eu comme parrain, alors que je recherche un petit peu, on avait eu Munuera en 2012. Donc 2010, comme je l'avais dit, c'était Fmur. Donc de son vrai nom Richard Pézaré. On avait eu Munuera. On a eu des très grands auteurs. Je crois qu'on a eu quand même vraiment... là, on a eu l'italien Cavazzano qui faisait donc tout ce qui est Disney. On a eu Julien Nel, ou Nil, comme on veut, qui a créé Lou, qui a été adapté d'ailleurs à la télévision, au cinéma, pardon. On a eu donc HD,
qui a repris Lucky Luke après le décès de Maurice. On a eu encore donc Juillard qui était le parrain, donc qui avait aussi lui repris des histoires de Black et Mortimer. On a eu dans les parrains, on a eu Andreas, on a eu Riff Reps. On a eu alors aussi des fois un très bon partenariat avec, entre autres, justement en 2014, le parrain c'était Sobral, le créateur des légendaires. Alors les légendaires, si vous parlez on va dire à un ado ou à un peu plus jeune, ils connaissent tous. Hein. Ça a eu un succès. On a rarement vu un auteur de ce genre. Parce qu'en plus, Patrick Sobral, qui est vraiment quelqu'un de délicieux aussi comme personne, de mémoire, il faisait de la décoration sur assiette à la base. Et il en est arrivé à la bande dessinée, et ça a eu un succès fulgurant. Je crois que ça doit être après, on va dire, les Astérix et ce genre de choses, une des plus grosses publications qu'il y a eu en France. Donc on a vraiment eu des auteurs, de grands auteurs, et on s'est retrouvé parfois avec, je crois que le record ça devait être dans les 116 auteurs lors d'un festival. Bon, ça on s'est rendu compte que c'était trop, parce que la gestion ensuite devenait difficile. On reste quand même une association à but non lucratif, où il n'y a pas... On est vraiment composé de bénévoles. On fait tout ça gracieusement. Et on a d'ailleurs du mal, ce sera peut-être un sujet que vous aborderez aussi, un peu de difficulté à trouver des bénévoles. Parce que on arrive, je crois, à une époque, surtout avec ces problèmes de Covid, de confinement, etc., ça a été un petit peu difficile. L'équipe, on va dire, de base, a tendance à bien tenir depuis 2007. On est toujours là-dedans, un noyau qui est relativement stable. Après, sont venus d'autres bénévoles, certains sont partis, d'autres sont arrivés encore récemment, un petit peu grâce au village des associations qui avait été organisé par donc la maison des associations et qui permettait à toutes les associations de se retrouver à la Citadelle, à Strasbourg. Donc là, on a quelques bénévoles qui se sont joints à nous. Et puis voilà, on est toujours à la quête de bonnes âmes. C'est un peu plus facile d'en trouver pendant le festival, pour la durée du festival, qu'en amont. Parce qu'en fait, ce qui nous manque souvent, ce sont des gens pour l'organisation. Là, une grosse partie de l'organisation repose sur les épaules de Yannick Bailly, ce qui n'est pas toujours facile pour lui. Alors moi j'ai un peu plus de difficultés parce que je suis à Salzbourg, je ne suis pas à Strasbourg. Donc des choses à distance ne me posent pas trop de problèmes. Mais dès qu'il faut aller rencontrer des personnes sur Strasbourg, vous savez ce que c'est, vous êtes de Dabo. Donc ça fait des déplacements, c'est jamais très évident. Voilà un petit peu pour l'historique de Strasbourg. Et on est, juste pour revenir un petit peu au nombre d'auteurs, depuis quelques années, on est revenu à un nombre un petit peu plus raisonnable d'une 50aine d'auteurs invités. Quel est l'intérêt d'organiser un festival ? Et quel est l'intérêt d'organiser ce festival aussi à Strasbourg ? Alors, des festivals de bande dessinée, on a bien sûr Angoulême, qui est le premier festival en France. Il faut savoir que c'est un festival qui est quand même aussi, parrainé n'est pas le bon mot, mais soutenu par l'État. Avec tout, en fait, on a toutes les maisons d'édition qui participent, Casterman, Dupuis, Dargaud, etc. Enfin, toutes les maisons d'édition s'occupent de leurs auteurs. Nous, c'est différent. On s'occupe de nos auteurs, c'est-à-dire qu'on va payer leurs déplacements, les frais d'hébergement, les frais de restauration, enfin, essayer d'être aux petits soins pour eux, pour qu'ils aient aussi envie de revenir, qu'ils se sentent bien chez nous. Donc, on va dire, on les prend un petit peu en main. Le deuxième festival en France, je pense, ça doit être Quai des Bulles, à Saint-Malo.
qui est aussi un festival qui bénéficie d'une aide assez importante. Je ne veux pas dire par là que Strasbourg n'a pas d'aide. On a la ville qui nous soutient, ça c'est un fait indéniable. On a le département, on a le conseil régional, donc on a quand même, la région Grand Est maintenant, on a un soutien relatif. Mais pour devenir un grand festival, c'est vrai que c'est insuffisant. Alors on avait réussi quand même à se trouver, je pense, de toute façon dans les 10 premiers, on va dire peut-être dans les 6 ou 7 premiers festivals de France. Ce qui était quand même plutôt pas mal pour un festival relativement jeune. Un autre festival d'importance, on va dire, dans la région, c'est bien sûr Ilzac, sur le festival BD Ciné, donc qui est près de Mulhouse, qui a eu lieu le week-end passé. Bon, je n'ai pas, pour des raisons diverses, pas pu m'y rendre. Généralement, j'y vais. Mais donc, qui est un festival, on va dire, important dans l'Est de la France. Il y a aussi un festival à Colmar qui, lui, est plus petit que le nôtre. Donc, voilà, il y a des festivals à Lyon, à Miens. Enfin, il y en a un petit peu partout en France. Si vous regardez une fois la carte du nombre de festivals, il y en a pas mal. Mais on s'était rendu compte que dans l'Est de la France, il n'y avait pas grand-chose. Il y a celui de Marly, sur Metz, qui est un festival, on va dire, entre petit et moyen. Et nous, on voulait vraiment, en plus, avec cette position de Strasbourg, capitale européenne, cibler un petit peu l'Europe. Ce qui fait que pratiquement chaque année, sauf cette année où c'est délicat, post-Covid, donc on avait chaque fois un pays invité. Donc on a eu différents pays invités. On a eu la Pologne, on a eu la Suisse, on a eu la Grande-Bretagne, on a eu à peu près tous les pays d'Europe, l'Italie bien sûr. Et c'était une manière un petit peu de rassembler. Alors ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est qu'on arrive peu à peu à faire un festival européen dans lequel on retrouvait systématiquement des gens un petit peu des différents pays de l'Europe. Malheureusement, bon, là, ça demande des moyens que nous n'avons pas pour le moment en tout cas. Donc on fait un petit peu avec ce qu'on a. En plus, donc ce festival... Donc un des projets, ce serait peut-être de faire un partenariat avec le Conseil de l'Europe, pourquoi pas pour un... Oui, c'est sûr qu'on a essayé plus d'une fois d'ailleurs d'avoir un petit peu des subsides de l'Europe et ça a toujours été très difficile. Donc on espère quand même qu'un jour ça va venir. Bon, pour ça, il faudrait aussi un petit peu effectivement qu'on ait un soutien peut-être un petit peu plus... Pas forcément toujours, bon, il nous faut du soutien financier, ça c'est clair. Parce que nous, les revenus, parce qu'une association se débrouille pour avoir un petit peu de revenus quand même pour faire fonctionner tout ça. En dehors des subventions, on vend des t-shirts, des affiches, des cartes postales, etc. lors du festival. On a quelques marchands qui payent aussi leur place. Mais autrement, voilà, les auteurs nous coûtent cher. On essaye, et là je tiens à remercier Christiane Lémaché, qui est peut-être la principale actrice de la recherche de sponsors, et qui se débrouille chaque année vraiment très bien pour nous trouver des sponsors qui vont prendre dans le programme qui est fait chaque année des annonces. Donc ça, c'est une source de revenus certaine aussi. Difficile cette année, puisque suite à cette pandémie, il a effectivement été difficile de demander aux entreprises, surtout aussi tardivement, de nous donner des sous. Certaines étaient en train d'essayer surtout de se redresser et puis de se remettre à flot, donc mission délicate. Voilà, donc on a sauté quand même, on a fait 12 festivals à ce jour. Le 13e, on l'oublie, on passe au 14e. Donc, fin de cette année, c'est le 14e festival. Et donc, l'utilité surtout de faire ce festival, pour quand même revenir à votre question, c'est qu'il y a un intérêt. Les gens sont intéressés par les festivals parce que c'est un moyen de rencontrer les auteurs. Voilà, qui n'avaient pas rêvé à l'époque de pouvoir rencontrer Hergé ou Franquin ou Jacobs, enfin les maîtres de la bande dessinée à l'époque.
Et c'est lors de festivals que les gens avaient la chance de pouvoir rencontrer ces auteurs. Donc on essaie de faire un petit peu cette continuité pour permettre aux gens de l'Est de la France de rencontrer, on va dire, leurs stars, leurs vedettes. Et du coup, quels sont les projets de votre association? Alors les projets, en fait, l'association, en dehors de quelques sorties, là, donc il y en a plusieurs de l'association qui sont allés à Bédessiné à Ilzac pour le festival, soit pour représenter un petit peu Alsace bande dessinée, soit pour leur propre compte. On fait donc des sorties dans différents endroits. On va régulièrement aussi au festival de Conterne, au Luxembourg. Certains vont à Saint-Malo, enfin dans les différents festivals, Angoulême bien sûr, pour être un petit peu présent aussi là-bas. Et donc bien sûr, la première action, c'est Strasbourg, c'est clair, c'est le festival. La deuxième, depuis quelques années, ce sont les rencontres de la bande dessinée. Donc les rencontres, on va dire, c'est quelque chose d'un petit peu plus local dans le sens où il y a quelques auteurs seulement locaux qui sont invités. Et ça va se tourner autour, on va dire, d'un marché du livre, d'expositions autour, alors il y a eu des expositions Tintin, Astérix, etc. Donc des expositions et puis un petit peu de rencontres aussi. Mais c'est vraiment, on va dire, là que tous les amateurs de bande dessinée vont pouvoir venir trouver des ouvrages, éventuellement vendre leur bande dessinée, se rencontrer, discuter. Donc ça a lieu, alors ça a eu lieu souvent au mois d'avril. Il y a eu quelques éditions, bon c'est pareil. Suite à cette pandémie, on a été obligé d'annuler. Donc on a annulé bien sûr Strasbourg 2020, on a annulé les rencontres 2020, les rencontres 2021 pareil, et on s'est retrouvé donc avec quand même une envie de faire quelque chose, parce qu'on espérait que cette histoire touche à sa fin. On se rend compte malheureusement que c'est toujours pas le cas. On ne sait d'ailleurs même pas encore exactement avec quelles précautions on va devoir. Bon, on va prévoir, nous, on prévoit bien sûr tout ce qui est gel hydroalcoolique, masque, les passes sanitaires qui seront demandés à l'entrée du festival, bien sûr un sens de circulation. Enfin, on va prendre toutes nos précautions pour que ça se déroule sous les meilleurs auspices et dans les meilleures conditions. Mais voilà, en espérant toujours qu'il n'y ait pas de nouvelles conditions imposées par le gouvernement. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour, vous êtes bien sur RBS 91.9 et vous écoutez l'émission Les Rendez-vous du Monde de la Caresse. Nous parlons aujourd'hui de bande dessinée avec nos invités. Alors nous venons d'entendre pour cette pause musicale Chic Planète de l'affaire Louis Trio. Parce qu'il faut bien qu'on se le dise, notre planète est la plus belle à ce qu'on sait et qu'il faut arrêter de la bousiller. Mais c'est aussi le choix qui n'est pas sans rapport avec notre thème, puisque le chanteur du groupe L'Affaire Louis Trio, Hubert Mounier, a aussi été auteur de bande dessinée sous le pseudonyme de Clède Boris. Alors, dans un second temps, nous allons maintenant parler de bande dessinée et d'illustration. Et pour introduire ce thème, nous avons rencontré des auteurs, et notamment Monsieur Christian Pelletier, qui est également membre de l'association Alsace Bande Dessinée. Alors moi je m'appelle donc Christian Pelletier, je suis à la fois auteur et illustrateur de bande dessinée, mais aussi d'albums jeunesse. Donc pour l'instant tout ce que j'ai fait c'était en jeunesse, sauf le dernier album que je suis en train de faire. Et donc mes deux séries bande dessinée, c'est la série Mirabelle et ensuite la série Nuages. Mirabelle c'est plutôt une histoire d'une petite fille de 6 ans avec des parents divorcés. Et Nuages, eh bien, ça se passe en Afrique. C'est une petite fille qui est née avec la peau blanche, de parents noirs, dans une tribu africaine, et qui va être rejetée par sa tribu, mais qui va découvrir qu'elle a le don de parler aux animaux. Voilà. Donc,
Vous êtes auteur, mais quel est votre rapport avec l'association Alsace Bande Dessinée qui organise de Strasbourg, et quel est l'intérêt d'un festival pour un auteur de bande dessinée? Alors moi je suis dans Alsace Bande Dessinée depuis le début. Au début je pensais même m'inscrire en tant qu'auteur participant, pas pour organiser le festival, mais bon, on m'a donné tout de suite une fiche d'inscription, donc je suis rentré là-dedans. Et puis finalement ça a été intéressant parce que bon, ça m'a permis de voir des gens qui n'étaient pas forcément toujours de l'univers de la BD directement, et de côtoyer d'autres personnes et de voir l'organisation d'un festival un peu de l'intérieur. Et moi, actuellement, je suis vice-président de l'association. Mais donc, je m'occupe surtout, moi, de tout ce qui est animation scolaire. Donc, ça, c'est un créneau que je maîtrisais plutôt bien. Donc, j'avais l'habitude de côtoyer les écoles. Et donc, justement, on écrit à toutes les écoles pour qu'elles participent à des rencontres avec des auteurs de bande dessinée. Et donc, je vais chercher des auteurs qui veulent participer justement à ces animations et les répartir sur les différentes écoles. Voilà ce que je fais directement, mais je m'occupe aussi un petit peu de la décoration, de tout le reste, également du montage du salon, du démontage, enfin toutes ces choses. Et puis de temps en temps, sur des petites choses comme trouver des auteurs, des petites choses comme ça, quoi. Voilà. D'accord. Et donc du coup, l'intérêt d'un festival pour un auteur? Alors l'intérêt, c'est surtout pour... alors quand on est un grand auteur connu, on n'en a pas particulièrement besoin, je pense, mais quand on est moins connu, il faut se faire connaître, et le fait de participer à des festivals permet de faire découvrir à votre bande dessinée à des lecteurs. Et surtout en jeunesse, où là, en fait, les lecteurs, vous les avez pendant quelques années. Moi, en gros, mes séries, ils vont les lire pendant 5-6 ans, 7 ans au mieux, voilà. Et après, c'est des nouveaux lecteurs. Donc, il faut que je trouve. Et donc, c'est pour ça qu'il faut renouveler constamment les lecteurs et faire découvrir votre bande dessinée. Alors, plus votre BD est bien répartie sur les différentes librairies, moins on en a besoin. Mais moi, comme j'ai des petites maisons d'édition, j'en ai beaucoup plus besoin que les autres. Donc, je fais plus de salons que les autres. Voilà. Et en ce qui me concerne, je travaille en plus j'ai une petite maison d'édition que je gère aussi. Donc là, encore plus besoin de ces rencontres. Ce qui fait que effectivement le Covid a été un gros problème pour moi pour gagner ma vie. Mmh. Et du coup, le métier d'auteur de bande dessinée, puis même d'éditeur, du coup, vu que vous faites partie du truc, c'est quoi? Enfin, ça consiste en quoi exactement? Parce qu'on imagine souvent quelqu'un qui est collé à sa planche à dessin, mais... c'est un peu ça aussi, parce que on est surtout longtemps chez soi en train de travailler sur sa planche à dessin et on voit pas grand monde, justement. Et donc moi, en plus, travaillant également sur le scénario, j'ai même pas la possibilité de côtoyer le scénariste avec qui je vais pouvoir discuter de la BD. Donc je suis vraiment tout seul. Sauf la dernière, effectivement, où là, pour la première fois, je travaillais avec un scénariste, donc j'ai pu un petit peu plus travailler avec quelqu'un là. Mais sinon, c'est vrai qu'on a même l'éditeur lui-même, quand je travaillais avec Léna ou quoi, le rapport est finalement on se côtoie peu, on se voit peu, donc on est beaucoup tout seul chez soi, quoi. D'où le fait que les animations scolaires en allant dans les écoles et tout ça est important aussi, parce qu'on voit aussi les lecteurs de cette manière-là. Il y a les festivals, bien sûr, et il y a les animations scolaires. Et du coup, vous nourrissez de ce que les enfants vous disent à l'école? On se nourrit, disons que on peut repérer les choses qui ont plu, effectivement, dans les bandes dessinées, et donc et ça peut amener effectivement des petites orientations des fois sur des sujets. Je me rappelle par exemple que pour Nuages, il y avait un élément qui avait été effacé, on va dire, par les éditions Milan, qui n'avaient pas voulu mettre une idée de l'histoire que j'avais voulu mettre dans mon scénario. Et ça se remarquait dans le scénario parce qu'il manquait quelque chose. Et les gamins l'ont senti. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre. Et après, quand j'ai changé d'éditeur, je suis revenu un petit peu là-dessus et j'ai redéveloppé cette idée qu'ils avaient gommée au niveau de la maison d'édition.
Donc c'est des petites orientations qu'on peut être amené à changer par les critiques ou par effectivement le regard des enfants. Mais bon, en général, il faut quand même faire attention aux critiques et ne pas trop se laisser influencer non plus. Oui, oui. Votre source d'inspiration, c'est... Alors les sources d'inspiration, elles sont diverses. Hein. Bon, comme c'est l'enfance, il y a mon enfance à moi déjà, hein, qui a servi de point de départ. Et pour l'Afrique, c'est les voyages. Hein. C'est 2 voyages que j'ai fait en Afrique, au Sénégal et en Centrafrique, qui m'ont pas mal inspiré. Et puis aussi, mes lectures, les films que je regarde, il y a un peu de tout. Hein. Les romans, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que on est inspiré. Hein. Le cinéma énormément, hein, parce que moi je suis très cinéphile, là, donc du coup les Mines du roi Salomon, ça reste un film qui est resté dans ma mémoire. Et quand j'ai été en Afrique, effectivement, on a été à un moment dans une cérémonie où justement il y allait avoir des combats et tout. Et là, j'avais l'impression de me retrouver dans le film. Ah ouais. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de documentation pour pour le coup sur l'Afrique. Oui, donc la phase documentaire, c'est aussi une phase. Oui, je passe mon temps à chercher des livres sur l'Afrique, effectivement, et notamment des anciens livres, hein, des années 30, 40, 50, parce que c'est là où il y a le plus de photos intéressantes sur les traditions africaines. Je trouve que justement les livres qu'on fait actuellement sont plus axés sur l'esthétisme et pas tant sur le mode de vie. Et ça m'intéresse un peu moins, justement. Donc c'est pour ça que c'est plutôt des bouquins anciens. Et j'ai essayé justement de voir qu'est-ce qui avait disparu en Afrique actuellement et ce qui avait été gardé. Et j'ai essayé de retenir justement les éléments qui sont encore vivants, qui sont encore là. Et effectivement, je me nourris de tout ça, des traditions. Et même si ma série Nuages ne s'est pas située dans un pays particulier et parle d'une tribu en particulier, je me suis quand même nourri de toutes les traditions, et notamment il y a des scènes d'initiation par exemple, et là j'ai repris des éléments d'initiation existants dans les tribus. Il y a une scène d'enterrement, j'ai repris complètement un enterrement qui s'était passé en Angola, justement dans un vieux reportage que j'avais encore retrouvé des années 80, et donc je reprends des éléments comme ça, voilà. Et c'est facile d'en vivre de la bande dessinée ou... Ça dépend quels moyens on a besoin pour vivre. C'est-à-dire que si on n'est pas trop gourmand, ça peut aller. Mais bon, ça dépend des auteurs. Hein. Il y a des auteurs qui vont avoir plus de mal que d'autres, hein, c'est sûr. Moi, ça va. Je renouvelle beaucoup mon public. Hein. C'est vrai que, par exemple, le premier tome de ma série, il arrête pas de se vendre parce que à chaque fois, c'est des nouveaux qui arrivent. Donc ça marche très bien de ce côté-là. Mais il faut quand même faire beaucoup de salons pour pouvoir arriver à en vivre. Sinon, je vais pas y arriver. Et c'est vrai que là, la période Covid avait vraiment empêché que je puisse gagner ma vie. Même les animations scolaires, on pouvait pas faire. Donc c'était un vrai problème. Du coup, on va peut-être profiter de la radio. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour donner aux auditeurs l'envie d'acheter vos œuvres? Ah, c'est difficile de dire. Mais bon, déjà, la série avait été éditée déjà chez Milan, et déjà à l'époque, elle avait reçu quelques prix, puisque elle avait eu le prix Tibet. Ça, c'était à Troyes. Il y a eu l'éléphant d'or à Chambéry. Il y avait eu le prix de Creil. Il y avait également le prix du Conseil régional de Lorraine, et puis le trophée jeunesse au Mans. Donc voilà, c'était autant Mirabel avait eu beaucoup de nominations, mais malheureusement pas de prix. Mais celle-là, on a eu quelques-uns. Et donc ça, c'était quand même un petit truc. Mais sinon, c'est une bande dessinée qui est fait à l'aquarelle, en couleur directe. Et ça, c'est quelque chose qui devient un peu rare, parce que je suis un peu les vieux dinosaures qui ont envie de continuer à travailler à la main et pas sur l'ordinateur. Et donc, j'aime justement qu'il y ait des originaux et qu'il y ait un travail au niveau de l'image. Et puis, sinon, c'est de l'aventure, c'est à la fois justement nourri de ces voyages. J'aime bien justement qu'il y ait beaucoup d'éléments vécus, des éléments d'histoire aussi de ces traditions et tout ça.
Et puis bon voilà, j'ai toujours un soin par rapport au dialogue aussi. J'aime beaucoup créer des personnages qui aient l'air d'exister réellement et qui ont un vécu, qui ont quelque chose et que on n'oublie pas. Voilà. D'accord. Donc Mirabel, c'est la première série, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Combien de tomes? Il y a 5 tomes. En fait, avant cela, j'avais fait des projets plutôt adultes, et puis en fait, c'est justement par rapport à des petits romans jeunesse qu'on m'avait demandé que je suis parti finalement sur la jeunesse et sur l'enfance, alors que j'avais, je crois, pratiquement jamais dessiné d'enfant avant ça, mais bon, voilà, je suis parti là-dessus. Et puis finalement, je m'y suis trouvé très bien là-dedans, et voilà, j'ai travaillé sur des planches. Là, c'est plutôt des planches humoristiques d'une page. Et donc sur une petite fille de caractère, un peu inspirée de personnages comme Mafalda en BD ou Calvin et Hobbes. Donc d'accord. voilà. Oui. Oui, là je vois un peu plus l'univers. Du coup, de manière générale, maintenant parler de bande dessinée. C'est quoi la bande dessinée pour vous et comment ça a évolué? Comment ça a évolué les représentations sur la bande dessinée d'après vous? La bande dessinée, ce que ça représente, moi qui suis amoureux du cinéma, c'était un moyen de faire du film pour pas cher, puisqu'en fait ça coûte rien. Justement, on prend du papier, on prend des crayons, et là on peut inventer toute une histoire, on peut inventer des personnages, on peut mettre les décors qu'on veut, et on peut mettre des moyens incroyables pour des décors. Ça ne coûte rien, et donc ça permet justement de pouvoir créer un univers pour gratuitement. On n'a pas beaucoup besoin de moyens pour ça, et donc d'arriver à des choses, à créer un univers, et ça c'était quelque chose qui était ce dont je rêvais un petit peu. Ouais. Oui, donc il y a un côté, ce qu'on dit de la bande dessinée, comme ça peut être le cinéma du pauvre. Oui, c'est un peu ça, voilà, mais... J'ai l'impression que ça dépasse ça aussi. Oui, oui, parce qu'on voit même que maintenant, il y a des gens du cinéma qui viennent vers la bande dessinée, donc c'est le chemin inverse que font certains. Et d'ailleurs, il y a un peu de tout le monde, un peu, il y a des sportifs qui viennent vers la bande dessinée, il y a plein de monde actuellement qui viennent vers la bande dessinée. Et c'est vrai que l'avantage en France, c'est qu'on a effectivement, avec la BD franco-belge qui va jusqu'à la Suisse, Luxembourg, enfin ces pays-là, on a quand même une BD très diversifiée, qui s'est même, je trouve, de plus en plus diversifiée avec les romans graphiques notamment, et des bandes dessinées de plus en plus adultes, où on aborde des sujets qu'on n'abordait pas avant, comme la politique par exemple, des choses qui étaient assez rares. On était beaucoup plus effectivement dans l'humour, dans des choses comme ça, mais là maintenant on a quand même des sujets très pointus, où il y a même, je reprends par exemple une BD comme Quai d'Orsay, où il y a carrément des personnes qui ont travaillé au gouvernement, et qui ont travaillé à l'intérieur, et qui vont devenir scénaristes de ces bandes dessinées, donc c'est très pointu. On a aussi des recherches historiques qui sont incroyables, où on a effectivement des BD de référence au niveau histoire, où il y a une recherche de la documentation au niveau de que ça soit esthétiquement, c'est-à-dire par les costumes, par les architectures, par tout ça, mais aussi pour les anecdotes historiques. Et il y a des choses qui sont très très pointues. On a des historiens qui travaillent, et ce qui était peut-être pas autant le cas avant. On a vraiment rendu la bande dessinée encore plus adulte et encore plus pointue sur des domaines, et ce qui fait qu'elle est encore plus diverse, je trouve, actuellement. Donc d'après vous, quelle est la place de la bande dessinée dans l'espace culturel ? C'est un petit peu ce que je viens de dire, hein, c'est que c'est effectivement la bande dessinée prend une place de plus en plus grande. On le voit notamment même par le cinéma, qui reprend de plus en plus d'ailleurs des bandes dessinées comme au niveau du scénario, ce qui était assez peu le cas avant. Ça prouve bien quand même que effectivement la bande dessinée, il y a des scénarios qui sont de plus en plus élaborés, et ce qui fait que ça intéresse également le cinéma. Et la bande dessinée aussi utilise de plus en plus aussi des romans, hein, qui reprend des romans, reprend des grands écrivains, et pour faire des adaptations.
Donc on voit que elle prend une place de plus en plus centrale, puisqu'elle joue un peu avec tous les arts. Je pense même à la peinture. Je pense à Gradimir Smundra, qui effectivement qui lui utilise la peinture justement pour ses bandes dessinées, puisqu'il a fait plusieurs bandes dessinées sur des peintres. Et lui qui est déjà un grand artiste au niveau visuel, il a vraiment une technique magnifique. Et donc, voilà, c'est un petit peu un lien entre tous les arts, je trouve, justement. D'accord. Et quels sont vos derniers coups de cœur en bande dessinée? Oui, ma découverte un peu récente, c'est Les Vieux Fourneaux. Ça faisait un petit moment qu'effectivement, je voulais la lire et j'ai vraiment adoré. Mais c'était vraiment à la fois drôle, à la fois magnifiquement dessiné. Enfin voilà, Mais sinon, bon, il y a pas mal d'auteurs que, bon, je suis toujours fan de Gibra. Hein. Gibra, c'est aussi un dessinateur que je trouve extraordinaire et qui a un très bel univers aussi. Donc ça me plaît aussi beaucoup. D'accord, bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ouais, merci à vous. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent sur RBS 91.9. Vous écoutez Les Rendez-vous du Monde, l'émission de la Caresse. Et nous accueillons au micro 2 nouveaux invités pour parler de bande dessinée. Eh bien, messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui vous a fait tomber dans la bande dessinée et pourquoi vous y êtes resté? Bonjour, mon nom est Dominique, j'ai 67 ans, je suis retraité. Et je suis tombé dans la BD alors que j'étais en colonie de vacances, donc au milieu des années 60. Après déjeuner et une courte récréation, on nous imposait la sieste, ce qui a priori nous plaisait pas trop. Mais avant la sieste, on avait le droit de passer à la bibliothèque et de récupérer quelques bandes dessinées. Et c'est là que j'ai découvert, pendant la sieste, Blake et Mortimer, Timur, entre autres. Et c'est vraiment là que je suis tombé dans la BD et je n'en suis plus jamais sorti. Bonjour, Ribier Emilien. Bonjour, Ribier Emilien, dont j'ai 22 ans. Donc, moi, je suis tombée dans la bande dessinée grâce à mes parents qui ont une très très belle collection. Et également passionnée d'histoire, j'ai découvert l'univers et les scénarios de Jacques Martin. Et depuis, j'ai continué. Je me suis intéressée à la BD historique. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à d'autres sujets. Oui, Jacques Martin, c'est Alix, Gênes, Lefranc et tout ça. C'est ça. Voilà. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la bande dessinée depuis cette prime expérience? Et d'après vous, quels sont les espaces conquis par la bande dessinée? Alors, de mon point de vue, on peut dire que de ma génération, le manga prend le dessus. Et c'est comme ça qu'on essaye, j'ai essayé de développer, donc en participant au club bande dessinée de mon lycée. Alors moi, ce qui m'a sidéré, c'est l'évolution quantitative de la BD. Je pense qu'il en sort environ 5000 par an. Ce qui est colossal. Alors quand je dis 5000 par an, c'est y compris la BD plus classique, ça inclut le manga, ça inclut les comics. Donc évidemment, pour les amateurs de BD, il est devenu tout à fait impossible de suivre. Et je peux imaginer que ça pose des problèmes aux auteurs aussi, puisque pour vivre de son art, il faut pouvoir vendre ses BD. Et s'il en sort 5000 par an, clairement, tout le monde n'y trouve pas son compte. Certains ne vendent probablement pas grand-chose. Sur le plan qualitatif, je pense qu'on a vu apparaître des dessins moins traditionnels, moins réalistes. Et la BD a fait incursion dans le monde réel, dans le monde de la politique. On y trouve de la BD militante maintenant, ce qui n'était pas le cas dans les années 60 ou 70, ou très peu le cas.
Il existait déjà des auteurs, je pense à Palacios, qui racontaient des histoires vraies, par exemple sur la guerre d'Espagne. Mais disons que la bande dessinée était, à mon avis, à l'époque, plus une distraction que un nouveau regard porté sur le monde contemporain. D'accord. Et du coup, quels sont les espaces que la bande dessinée a pu conquérir dans le cœur des gens Alors, je pense qu'elle a continué à être un espace de rêve et de distraction pour beaucoup, petits ou grands. Mais en s'attaquant à des sujets plus contemporains, plus actuels, elle ouvre des champs de réflexion, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Il s'agissait de distraire. Maintenant, elle peut aussi donner à penser. Moi, c'est comme ça que je le perçois personnellement, en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de la bande dessinée actuellement? D'accord. Du coup, on va peut-être laisser un peu place à... Oui. Moi, je trouve que la bande dessinée, c'est quand même extraordinairement large. On y trouve absolument de tout. Pour qui s'intéresse au western, il y en a, de l'aventure, il y en a. Il y a aussi de la BD érotique. Il y a de la BD militante. Il y a de la BD historique, celle qui plaît à Emilia. Il y a toutes sortes d'univers, de la science-fiction, d'anticipation. Il y a un tas de BD dont le scénario est post-apocalyptique. Il y a de tout pour tout le monde. Comme d'ailleurs dans toutes les formes d'art et par exemple dans la littérature non dessinée. Mais là, on a un plus qui est quand même assez intéressant, c'est le dessin. Pour ceux qui s'intéressent évidemment à l'aspect graphique des choses, c'est un plus par rapport à la littérature non dessinée. Donc il y a vraiment de tout pour tout le monde et à tout âge. Oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, la bande dessinée, on parle du 9e art, mais c'est pas pour rien, parce qu'il y a des qualités de narration, mais des qualités graphiques qui sont absolument pas négligées non plus dans pas mal de bandes dessinées. Moi, j'ai mon premier souvenir, quand j'ai découvert Black Sat, c'était d'abord, j'ai tourné les pages. Ouais, je crois que c'est ce qu'on fait tous quand on découvre une nouvelle bande dessinée. On commence par la feuilleter. Au moins pour ce qui me concerne, si le dessin, si le graphisme me plaît pas beaucoup, je vais pas aller plus loin. Alors que je suis sûr qu'il y a des tas d'histoires qui sont très bonnes. Une bonne histoire, c'est la base d'un bon film ou d'un bon bouquin. C'est aussi la base d'une bonne bande dessinée. Et peut-être que des fois, on passe à côté de très bonnes BD parce que le dessin est un petit peu différent ou nous plaît pas trop. D'accord. Et je vais vous proposer d'écouter justement un des auteurs un peu bien connus en France. J'ai pu avoir monsieur Jean-Claude Mézières au téléphone. Donc je proposais d'écouter un peu ce que lui-même a à nous dire sur la bande dessinée. Bonjour monsieur Mézières. Donc la plupart des amateurs et des amatrices de bande dessinée vous connaissent. Beaucoup de celles et ceux qui découvrent l'univers de la BD vous connaissent également. Mais tout de même, est-ce que vous pouvez vous présenter, si jamais il y a des personnes qui nous écoutent? Ma foi, c'est compliqué. Isoler ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas. Bonjour, écoutez, je suis un dessinateur, moi aussi, un fanat de BD dans ma jeunesse. À l'époque, ça se faisait très mal parce que les parents toléraient les bandes dessinées dans la famille. Mais les profs à l'école détestaient la bande dessinée. Et quand on avait 15 ans et qu'on se faisait prendre avec un illustré, parce que ça ne s'appelait pas bande dessinée, eh bien, quand on se faisait prendre par un illustré dans son cartable, on se faisait déchirer le journal et piétiner. Et le mec vous mettait 2 heures de colle, un truc comme ça. Oui. C'était pas sportif, voilà. C'était très sportif. Et puis, la bande dessinée, j'ai vécu toute l'avancée de la bande dessinée avec Pilote, avec Goscinny, qui a été un formidable directeur de journal. C'est-à-dire, il ne disait pas « nos petits lecteurs veulent ça ». Il disait les lecteurs, ça peut leur plaire. Et il a fait des choix, toujours des fois hasardeux, difficiles, nouveaux. Et c'est comme ça que Valérian est sorti dans les pages de Pilote un jour. C'est vrai que Valérian, c'était une bande dessinée qui était qui était pas mal différente déjà de la plupart des publications, qui étaient vraiment des publications jeunesse. Valérian, ça reste déjà plus un public adulte. La chose la plus différente, c'était qu'il y avait une nana.
c'était qu'il y avait un personnage qui était... au fur et à mesure, on l'a construite parce que on savait pas qu'on allait la tramaler pendant 50 ans, mais Laureline était imaginée comme étant une sauvageonne du Moyen-Âge. Valérian faisait un saut spatio-temporel dans le Moyen-Âge et était perdue dans une forêt magique. Et évidemment, c'est elle qui le délivrait d'une feuille qui l'avait fait prisonnier. Et ma foi, les lecteurs ont dit « Ah, mais elle est drôle, elle est amusante, elle est jolie. Ah, et on espère qu'on va la revoir. » Parce qu'il y avait beaucoup de courriers de lecteurs et les gens, ma foi, réagissaient très profondément en disant « Et nous, auteurs, jeunes auteurs, revenant de voyage, etc., Christin et moi, on se dit « Mais évidemment !» Pourquoi pas prendre des nanas dans la bande dessinée? Il n'y avait pas. Il y avait des Castafiore et des concierges. Oui, ou des personnages féminins qu'il fallait absolument que le héros y vienne sauver. Alors que là, Laureline, c'est un personnage qui participe aux aventures et qui va sauver le héros. Mais regardez Pilote de l'époque, il n'y avait même pas de personne. Il y avait une grande méchante de temps en temps chez Bugdali. C'était vraiment pathétique. Vraiment, les grandes méchantes ou les éternelles fiancées mais qui n'existaient même pas, puisqu'il n'y en avait même pas dans Pilote. Oui. Du coup, vous êtes dessinateur, vous êtes aussi illustrateur. Vous avez même été artiste-concepteur pour le cinéma. Et qu'est-ce qui différencie ces trois métiers et qu'est-ce qui les unit aussi? C'est d'abord ce qui les unit, c'est le dessin. Oui. C'est qu'on cause pas, on dessine. Et puis on dit tiens, moi je verrais bien la scène dessinée comme ça. Ce qui les sépare, c'est que le dessin qu'on fait pour le cinéma, pour la recherche d'un plan et donc d'un décor à construire ou bien à numériser derrière les personnages en transparence, etc. Eh bien, c'est de dire je verrais bien ça comme ça. Alors qu'en bande dessinée, on truque pas, on dessine toute l'histoire. Tout. Et la conception pour le cinéma est un métier aussi un petit peu frustrant. D'abord, parce qu'on peut travailler pour le cinéma sans qu'on le sache. Merci, monsieur George Lucas. Ça, c'est mon histoire avec Star Wars, parce que vraiment, il s'est quand même largement servi dans les 10 premiers albums, des 10, n'exagérons pas, peut-être les 8 premiers albums de Valérian, puisque quand il est sorti en 77, moi, on m'a dit, j'étais dans un petit festival de science-fiction, on m'a dit, tiens, viens voir, il y a un petit film marrant, on dirait du Valérian. Et quand je suis sorti du film, j'ai dit, oui, on dirait bien du Valérian, on dirait, mais non, même pas. C'est-à-dire que c'était les mêmes codes, les mêmes images, les mêmes. Avant que je ne découvre dans le deuxième Star Wars qu'il y avait vraiment des emprunts, le Dark Vador, pas Dark Vador, mais Han Solo dans le bloc de je sais pas quoi, comme Valérian dans l'Empire des 1000 planètes, bordel. Bon, moi ça me gêne pas qu'on prenne des idées, mais on peut dire bonjour. Ah oui. On peut dire merci. Et ça, il ne l'a jamais fait. Et à Besson, lui, c'est pas pareil. J'ai travaillé pour lui. C'était pour le 5e élément. J'étais en train de faire les cercles du pouvoir, qui est une histoire qui se passe avec des taxis volants. C'est très à la mode maintenant, les taxis volants, mais en 80, je sais plus quand est-ce que c'était, 92, où je commençais le dessin, on parlait pas de taxi volant. Et quand Besson m'a appelé pour me demander, en me disant, les Américains ont beaucoup regardé dans Valérian, moi je t'engage et je te paye pour travailler pour moi pendant 6 mois, si tu veux. Et là, il me file le scénario, qui était une histoire d'un ouvrier dans une usine de fusées dans la banlieue new-yorkaise, qui rencontrait une extraterrestre qui... je ne sais plus comment ils se rencontraient, parce que c'était pas avec le taxi, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc j'ai... imaginez de dessiner la ville avec des petits taxis volants, etc., qui se baladent dans le décor. Et il me dit, ils sont marrants tes taxis, ils sont bien, moment de voir, dessine-moi un plus gros. J'avais sorti ceux qui étaient dans mon album, évidemment. Et
Et puis le film s'arrête, catastrophe comme d'habitude dans le cinéma, panne de fric, panne de financement, donc on dit bon reviens pas, je t'appellerai quand on reviendra. Et moi je termine mon album de Valérian, je le termine, et Besson qui était à New York en train de tourner le Léon, avec Jean Reno et la petite Nathalie Portman, merci. qui a rejoint Star Wars aussi d'ailleurs après, donc. Oui, ouais. On n'a pas été le meilleur. Hein. Celui-là, je l'ai vu aussi. C'était pas le meilleur. Mais donc, il tourne et je lui envoie mon album avec sur la couverture le taxi volant qui arrive. Et quand il a lu le bouquin, il a dû se dire merde, les taxis volants, c'est quand même pas une mauvaise idée. Et il a rechangé son scénario. Le héros, puisque c'était même pas encore Corman Dallas, enfin c'était pas encore Bruce Willis. Oui, un peu le cerveau un peu embrumé en ce moment. Et Bruce Willis, donc, qui avait un rôle d'ouvrier dans une usine. Il l'a changé, il est devenu chauffeur de taxi. Et ma foi, pour le bien du film et pour le bien de tout le monde, quoi. Ça, et je peux dire que je lui avais donné un gros pistolet plein de munitions. Et il les a très bien utilisés. Et du coup, au niveau du travail de dessin, enfin le dessin, c'est ce qui unit les trois métiers, mais en termes de composition, en termes de cases et d'images et de pages aussi. Il y a plus pour le cinéma, il n'y a plus de cases, il n'y a plus d'images, il y a plus on fait ce que l'on veut, et très souvent le storyboard, qui est l'utilisation surtout du dessin pour la mise en scène, c'est pour montrer comment la caméra va filmer, comment les acteurs vont se déplacer, etc. C'est un truc qu'on fait en général en accord avec le metteur en scène qui demande tiens, montre-moi ça sur le papier pour voir comment ça se produit, et ça aidera pour la fabrication du film réellement. Alors que, et le dessin, je dirais, n'a pas une importance première puisqu'il ne va pas exister. Alors que quand on travaille sur la bande dessinée, c'est évident que c'est ça d'abord que les gens voient. Oui, c'est vrai que quand on ouvre une page de bande dessinée, enfin moi je sais que c'est mon réflexe, je regarde d'abord les images, je regarde la page en soi, et puis après les cases les unes après les autres, quoi. Bien sûr, on rentre dans l'histoire, mais c'est d'abord une première impression. J'aime ou j'aime pas le graphisme. Puis voilà, et puis voilà. Du coup, comment est-ce que vous avez vu évoluer la bande dessinée en tant qu'objet culturel, mais aussi quelle est l'importance qu'elle prend dans notre société de plus en plus? Vous parliez de vos débuts, vous parliez de vos débuts à l'école quand vos profs vous punissaient. Oui. Maintenant, je sais qu'il y a même pas mal d'enseignants qui utilisent des bandes dessinées en cours. Oui, bien sûr. Puis il y en a d'autres qui l'aiment toujours pas. Hein. Il y en a quand même beaucoup qui l'aiment toujours pas. Puis ça dépend aussi quelle bande dessinée. Encore une fois, qui fait de la bande dessinée? Il y a des très bons dessinateurs et d'autres moins bons. Ou du moins qui font quelque chose qui est peut-être pas extrêmement qualifié pour le genre de projet. Hein, faire une bande d'amusement et de plaisir, et n'est pas pareil que faire un livre de géographie avec d'ailleurs des dessins. Les photos sont quand même mieux que les dessins sur un livre de géographie. Mais ça peut. Moi, je connais pas vraiment très bien le domaine de la bande dessinée en éducation. Hein, ça, je peux pas le dire. Oui. Mais j'ai travaillé aux États-Unis sur un livre qui était l'histoire avec Pierre Crestin. On avait fait ce bouquin qui était l'histoire d'un étudiant américain en séjour à Paris. Et bon, les dessins devaient montrer ce qui se passait et de faire aider les gens à comprendre le texte, qui était un texte extrêmement simplifié, mais très correct et très normal. Et malheureusement, la maison d'édition a fermé ses portes le jour où le bouquin est sorti de la Pondeuil. Alors, on n'a pas eu beaucoup de chance. Il y a eu une critique très bonne quelque part, et puis je l'ai vu, je l'ai lu, et puis le reste, après, le bouquin est parti au pilon. Ah, c'est dommage ça. Mais oui, c'est comme ça, c'est la vie.
Mauvais timing. Je me posais aussi une autre question là qui me vient. Du coup, vous avez travaillé avec un réalisateur pour faire un storyboard, mais vous avez travaillé aussi avec un scénariste, avec Pierre Christin. C'est quoi la différence entre... Plus que plutôt, oui. Oui, ça, de toute façon, il y a même toute une carrière. Mais du coup, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous préférez déjà? Travailler avec un scénariste ou avec un réalisateur? C'est totalement différent. Quand je travaille pour un scénariste de cinéma, il a une idée de son récit et moi j'en ai peut-être une autre et je lui proposerai mes alternatives, etc. Quand nous démarrons avec Christin sur un scénario, on parle de nos envies. Tiens, ça serait pas mal de faire une histoire qui se passerait et puis Pierre commence à envisager les personnages, l'action, de ce que les gens pensent et veulent faire, mais pas du tout de ce que je dois dessiner. C'est pas lui qui me dit ce qu'il faut dessiner, c'est moi qui l'ai choisi à la lecture justement du scénario. Et c'est notre correspondance, c'est un bon mélange, c'est qu'on sait très bien. Christin ne s'est pas amusé à me dire alors celle-là va être une grande blonde et l'autre est un petit noir. Non, pas du tout, c'est pas comme ça. Moi, je dessine ce que j'ai envie de dessiner à ma réaction du scénario. Et puis, j'envisage des choses. Et alors, des fois, Christin va changer la suite du scénario parce que le dessin lui aura beaucoup plu. Ou au contraire, on trouve que le dessin n'est pas formidable là. Et on va éviter de parler un peu plus longtemps dans cette histoire-là, dans cette atmosphère-là. C'est assez... c'est vraiment les deux maçons qui bâtissent un mur, passe-moi la brique, je mets le ciment. Allez, hop. Oui, il y a une vraie coopération entre le scénariste et le dessinateur. Absolument. Alors que Et c'est pour ça qu'il y a des couples de scénarios dessinateurs qui durent pendant 50 ans, 70 si c'est possible, et d'autres qui changent parce que on ne sait pas qu'ils ne s'entendent pas, c'est qu'ils rêvent pas pareil. D'accord. Mais je dis pas qu'il faut rêver pareil, parce que je ne connais pas les rêves de Christin, mais on s'est toujours bien ajusté et Pierre, son plaisir, c'était de découvrir une nouvelle page. Voilà. Quand je lui amenais des pages, et alors là, il voyait ces textes mis en scène. Alors c'est que là, les textes reprenaient leur place de mise en scène, avec des acteurs qui jouaient leur rôle, bien ou mal, enfin plutôt bien en général. Voilà, c'est comme ça. Une autre question. Vous venez de me dire que vous ne pourrez pas venir au Festival Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez à dire aux organisateurs et puis aux personnes qui seront là au Festival Strasbourg? Vous savez, en général, je donne pas d'ordre aux gens qui m'invitent. Ils font ce qu'ils peuvent. Et en général, je suis déjà venu à Strasbourg plusieurs fois et ça a toujours été un plaisir et ça a toujours été très réussi. Je le suis très, très embêté de ne pas pouvoir venir cette fois-ci, mais bon, c'est comme ça. Mal foutu, la vieille machine. Les vieux dessinateurs, ça bouge moins bien que les jeunes. Voilà. Mais c'est pas très grave, on reviendra quand même. D'accord, bon, on vous attendra. Et puis, de toute façon. Surtout, j'étais sur l'invitation de Jean-Christophe Corrette, qui est donc un éditeur de Strasbourg, et qui fait les magnifiques agrandissements des bandes dessinées de Valérian. Il a fait 3 albums déjà en noir et blanc, des grands machins qui font 40 cm de haut. Et dont le graphisme est vraiment exploité pour la plus belle, plus grande lisibilité, parce qu'au lieu d'avoir une petite case avec un ballon de texte par-dessus gna, on a un bazar de 40 cm de haut, et là on peut voir le travail de la mise en scène, vraiment du travail du dessinateur, et là ça me fait extrêmement plaisir. Bon, on lui transmettra le message. Une dernière question. Quels sont vos meilleurs souvenirs de BD et quels sont vos derniers coups de cœur en bande dessinée? D'abord, je lis pas de la bande dessinée. D'accord. Moi, je suis pas lecteur de bande dessinée. Je lis
je regarde, je parpille, je scrute, donc je vois des tas de choses, avec des choses qui me plaisent ou d'autres choses qui me plaisent pas. Mais c'est mon goût de lecteur, et comme n'importe quel lecteur, je n'ai pas à faire une sélection de dire ça c'est admirable, ça, et il y a des choses qui sont très très bien. Et puis je veux dire que au bout de plus de 50 ans de carrière, je n'ai pas une soif absolue de découvrir les BD qu'on me file comme ça en disant tiens regarde je viens d'acheter ça, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, faut le lire, mais il faut rentrer dedans dans l'histoire. Il faut faire l'honneur et le plaisir aux auteurs de mettre le pied à l'intérieur de l'image et de rentrer dans leur histoire. Et ça, ça se fait pas en disant bon, oui, c'est joli, tiens, et on tourne la page. Non. Et alors par contre, moi je viens de sortir il y a un mois, un gros bouquin que Dargaud, mon éditeur de Valérian, a sorti, qui s'appelle L'Art de Mézières, merci, avec des violons. J'ai été un peu réticent sur le titre, parce que moi, mais c'est une collection qui est l'art de Maurice, l'art de Robat, il y a l'art de Mézières, bon, c'est très bien, allez, c'est comme ça. Et ce qui est un recueil énorme, de 250 pages. Autour de la carrière et tout ce que j'ai avancé, tout ce que j'ai avec des choses que j'ai sélectionnées, qui certaines méritent qu'on les montre en très grand, très agrandi en double page, et d'autres on ne parle pas parce que on peut pas mettre sur même 250 pages, on peut pas mettre une 50 ans de carrière d'un dessinateur. Mais le bouquin est somptueux et reçoit un excellent accueil. Et je dois dire que c'est pour ça aussi que je suis un peu fatigué, parce que j'ai fait des tonnes de séances de dédicaces, des rencontres à droite et à gauche, et ça a été un grand plaisir. Oui, puis vous avez dû pas mal voyager aussi pour ça, j'imagine. Oui, mais on fait pas énormément encore. Est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire pour je crois que j'en ai dit tellement que ça doit suffire. Oui. Bon séjour à ceux qui seront là. Je regrette de ne pas venir à Strasbourg cette fois-ci, parce que je suis venu beaucoup plus en été qu'en hiver, et donc c'était une manière de voir un peu le changement et tout. Mais l'intendance ne suit pas, et ben tant pis, si c'est comme ça, donc je ne serai pas à Strasbourg, mais je pense que quand même tous les gens auront grand plaisir à eux y être. Oui. Bien, je vous souhaite une bonne journée encore, et puis merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Ok, au revoir, merci. Merci. Le personnage de Bob Moran par la bande dessinée et non par les romans de Henri Verne. Un des auteurs à avoir adapté Bob Moran, c'est William Vance, plus connu comme étant l'auteur de 13. Il a aussi l'honneur de travailler sur quelques albums de Blueberry. Alors je me tourne vers nos invités et je vais vous demander quelle est d'après vous la place que prend la bande dessinée dans notre société et comment elle a évolué dans l'espace culturel. Alors pour ma part, il y a deux choses. Le manga prend une certaine place. Je peux citer un exemple, un vieux copain qui était avec moi à l'école primaire, qui avait un peu de mal avec la lecture. Et ça posait souvent des soucis au niveau de l'enseignement. Et un jour, par surprise, il est allé au rayon bande dessinée et manga. Il a commencé à feuilleter un manga et ça lui a vraiment donné le goût et le plaisir de la lecture. Et ensuite, à la surprise, il a continué, puis il a fait des études en L avec moi. Et maintenant, il lit vraiment un peu de tout. Alors une porte d'entrée vers la lecture, c'est formidable, mais aussi vers l'image, le graphisme, puisque dans la bande dessinée, le dessin est tout de même très important.
Et l'image, c'est dans la bande dessinée, mais c'est aussi au cinéma. L'image est omniprésente autour de nous. Donc oui, la bande dessinée comme porte d'entrée dans le monde de la culture. D'ailleurs, on l'appelle le 9e art. C'est vraiment un art. Quant à sa place dans la société aujourd'hui, je crois savoir que la BD est maintenant parfaitement acceptée à l'école, que les gens qui font de la pédagogie s'en servent justement pour ouvrir les enfants à la lecture, un jour de littérature non dessinée. Je pense que ça doit être sûrement particulièrement adapté à la communication avec des enfants, d'utiliser une combinaison de langage écrit et de langage dessiné. Ben moi, j'ai un vrai souvenir parce que moi, je suis éducateur spécialisé. J'étais passé par l'école d'éduc et on avait des cours de psycho. Et à un moment, pour démarrer le cours de psycho sur la connaissance de l'enfant, du nouveau-né, la prof nous avait distribué les photocopies d'une page de BD de Gottlieb, le journal d'un conquistador, où il raconte en fait l'histoire de comment un bébé découvre le monde, découvre son corps. Au fur et à mesure, il prend le contrôle. Et effectivement, ça a été un très très bon outil pour nous montrer. Après, avec l'univers et l'humour de Gottlieb, mais qui nous a vraiment permis et nous a dit effectivement, d'après ce qu'on sait, d'après les études qu'on a fait, ça se passe exactement comme ça pour un enfant. Il commence par voir des choses floues, découvrir le monde, puis découvrir ses mains, découvrir ses pieds, et commence à toucher le monde autour de lui. Et donc du coup, ça a été vraiment un point de départ pour le cours. Et puis ça nous a mis dedans, quoi. C'est de toute façon par l'image qu'on découvre le monde d'abord. On voit le monde et on l'entend avant de le lire. Donc la BD est particulièrement adaptée à ça. D'ailleurs, on dit bien qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors, bande dessinée, enfin, dessin en bande organisée ou pas, clairement, la bande dessinée a sa place dans le monde d'aujourd'hui. Et pas seulement pas seulement dans la pédagogie. Dans la communication de manière générale, que ce soit dans les entreprises, dans les administrations, dans la société en général, c'est un outil de communication comme d'autres, comme la photographie, qui aussi a mis du temps à être considéré comme un art réel, et qui pourtant est un art majeur. J'avais même entendu dire que Stan Lee avait démarré comme auteur dans l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme auteur pour apprendre aux scénaristes de bande dessinée. Et avec un dessinateur, il travaillait sur les consignes de sécurité que les soldats doivent observer avant de mener un certain nombre d'actions. Dans n'importe quelle entreprise, les consignes de sécurité sont affichées au mur et ce sont des dessins. Alors, c'est pas de la bande dessinée, bien sûr, il n'y a pas un scénario, mais on voit bien que l'importance de l'image. Et la bande dessinée, c'est une succession d'images organisées, pas toujours organisées, mais organisées comme l'auteur a voulu l'organiser. D'accord. Du coup, quels sont vos plus grands souvenirs de bande dessinée ? Alors moi, ça a commencé petit chez ma grand-mère par une petite bêtise. En fait, il y avait un Corto Maltese en noir et blanc sur la table. Mes parents m'avaient laissé chez elle et en fait, je croyais que, dans mon idée, c'était un livre de coloriage. Alors, j'ai pris les crayons de couleur et je me suis amusée parce que je ne comprenais pas. J'ai mis du temps à m'adapter sur le noir et blanc. J'ai toujours aimé la couleur, alors je comprenais pas pourquoi. Alors je me suis amusée à colorier. Bon, j'ai pris le soir une belle engueulade, on va dire. Et après, bon, j'ai compris. Puis j'ai enchaîné en lisant. Bon, après, on y passe tous. Astérix, Tintin, la BD franco-belge classique. Oui, alors tout à l'heure j'ai mentionné Blake et Mortimer et Timur, lus à l'époque où je devais avoir une douzaine d'années, au milieu des années 60. Mais en fait, mes premiers souvenirs de bande dessinée, c'est ce que je lisais en attendant que le coiffeur me coupe les cheveux. Et j'étais encore bien plus jeune que ça, et c'était ce qu'on appelait les illustrés à l'époque. Alors je me souviens parfaitement bien de Hakim, de Battler Britton, de Blake le Rock. Et il y en avait sûrement d'autres que j'ai oubliés. Mais je crois que mon premier contact avec la bande dessinée, ça a été en fait ces petits illustrés
qui ont précédé l'arrivée de la bande dessinée classique à la colonie de vacances et l'éblouissement de La Marque Jaune, des aventures de Blake et Mortimer, qui est pour moi la bande dessinée qui m'a fait aimer la BD. Et Timur aussi, les aventures de Timur que j'ai mentionné tout à l'heure. Et naturellement, ça a été suivi par Astérix, puisque alors, contrairement à Emilien, moi j'ai une famille où il n'y avait pas de collection de bandes dessinées. Par contre, mon père lisait Astérix et trouvait ça très drôle. Et moi j'ai aussi trouvé ça très drôle. Et puis j'ai continué avec... j'ai lu Tintin bien sûr, Blueberry et bien d'autres. Essentiellement de la bande dessinée franco-belge. Pas nécessairement francophone, puisqu'il y a de très 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 bons auteurs espagnols ou italiens. Corto Maltese a été fait par Hugo Pratt. Et il y a aussi des auteurs américains, alors au-delà des super-héros, il y a de la bande dessinée parfois très très noire chez les comics. Et je me souviens avoir expliqué à des amis américains, alors que je vivais aux États-Unis, que je m'intéressais à la bande dessinée. Alors traduire bande dessinée en anglais, c'était un petit peu compliqué. Le mot, c'est comics. Et visiblement, pour eux, comics, ça évoquait les super-héros. Et c'était pas très valorisant. Donc, je crois que c'est une spécificité relativement francophone, ou on va dire latine, la bande dessinée. Dans les pays anglo-saxons, c'est moins valorisé que chez nous. Je connais pas du tout la bande dessinée britannique. Aux États-Unis, ça existe, c'est populaire, mais c'est pas considéré comme quelque chose de très culturel, je crois. D'accord. Quels sont vos derniers coups de cœur en bande dessinée ? Emilien. Alors, en ce qui me concerne, il n'y a absolument aucun doute. C'est une bande dessinée qui est un petit peu inhabituelle parce que dans un seul volume, il y a, je crois, 17 auteurs qui interviennent. Et alors sous la supervision éclairée de Tiburce Auger. Et c'est Go West, Young Man, absolument à avoir. Dans le western, il faut aimer la bande dessinée western, naturellement. Mais Go West Young Man, c'est absolument extraordinaire puisqu'on a toute une collection d'auteurs mais qui ont des styles relativement comparables. Ils font tous du western. Blueberry est pas très très loin. Là, c'est vraiment le coup de cœur. Et c'est très étonnant parce que d'habitude, j'aime pas trop les compilations d'auteurs différents dans la même BD. Mais là, en l'occurrence, il y a une certaine unité. En plus, le thème est Go West Young Man. C'est la conquête de l'Ouest, c'est partir à la découverte. Donc ça, c'est vraiment mon dernier coup de cœur. D'accord. Emilienne, bande dessinée qui vous a particulièrement marqué ? Alors, moi, ça serait plutôt le docu de Syrie qui lie un archéologue et un auteur de bande dessinée. Donc Alain Genot et Laurent Surat qui ont sorti à Relate donc sur l'histoire de la ville de Nîmes. Donc en fait le principe avec la coordination du musée d'Arles et des découvertes récentes, Laurent Surat s'est inspiré d'objets découverts et de là il a construit la vie de plusieurs personnages. Et on suit l'évolution de la cité. Et je trouve ça génial parce que je les ai croisés sur des festivals plusieurs fois. Et cette thématique inspire de plus en plus de personnes. D'accord, oui. Moi, j'ai pas mal de coups de cœur, donc il y en a aussi deux autres peut-être que je peux mentionner. C'est Macbeth. Alors, on est un petit peu dans l'histoire. Bon, romancé, scénarisé par un auteur, magnifiquement bien dessiné. Le deuxième tome est sorti il y a quelques mois. Et puis une autre BD archi classique, une BD de pirate qui s'appelle Raven. C'est vraiment ça, une BD de pirates avec des gentils, des méchants, des très beaux bateaux, des décors somptueux. C'est dessiné par Mathieu Laufray et c'est magnifique. Donc là, encore un coup de cœur. D'accord. Bon, notre émission touche à sa fin. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Rendez-vous du Monde. Et nous retrouverons les Mozart qui nous feront encore rêver en nous parlant en poète de poésie.
Alors, bonne fête de fin d'année. Et avant de nous quitter, je vais encore vous diffuser une interview d'un auteur local, Christophe Carmona, que vous pourrez aussi retrouver au Festival Strasbourg les 11 et 12 décembre prochains. Rappelez-moi où c'était. Où c'est de nouveau? C'est au Centre culturel Marcel Marceau à Neudorf. Et je crois que l'adresse, c'est place Albert Schweitzer. Oui, et puis le centre culturel Marceau, il est le long de la ligne C. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Juste à côté du lycée Jean Monnet, je crois. D'accord. Ok, et bien du coup, je vous laisse avec Christophe Carmona, et puis je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes fêtes de fin d'année. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis Christophe Carmona, je suis donc dessinateur de BD, illustrateur également, et spécialisé dans le sujet régional. Et tout particulièrement l'Alsace, mais j'ai également fait des albums sur d'autres secteurs, même jusqu'à l'île Maurice. Donc voilà, j'ai une carrière qui est assez florissante de ce point de vue. J'ai illustré énormément de sujets historiques, c'est un peu ma passion. Voilà. Alors quel est votre rapport avec le Festival Strasbourg et quel est l'intérêt d'un festival pour un auteur de bande dessinée? Alors Strasbourg, c'est d'abord des rencontres d'amitié entre les organisateurs et entre toutes ces personnes. Et l'intérêt, c'est de rencontrer le public surtout, hein, parce que faut savoir que le métier d'un dessinateur, c'est quand même un métier solitaire. On est seul dans son atelier. Et là, on nous renvoie ensuite tout ce qu'on fait, notre travail, et ça permet d'avoir peut-être d'avancer sur certains points et même des fois de recorriger un scénario parce que on a entendu telle personne faire une petite remarque. Et voilà, donc la rencontre du public est vraiment très importante pour un auteur. Et puis de rencontrer également les autres dessinateurs qui font le même métier que soi. Donc c'est une façon de discuter un peu de tout ceci. Et de passer un bon moment également. Hein, c'est tout à fait agréable. Donc votre métier c'est dessinateur. Comment vous abordez votre métier de dessinateur ? Alors de plusieurs manières, ça dépend. Soit ce sont des ouvrages de commande, c'est-à-dire que c'est un éditeur qui va venir me trouver pour me commander un travail. Donc en général, on vous commande ce que vous savez faire. Donc on a déjà fait un premier projet. Mes premières BD étaient historiques, donc on va me demander des sujets plutôt historiques. Soit je propose moi-même des sujets donc à un éditeur. Et donc pour ça, il faut préparer un petit dossier et amener ça chez quelqu'un donc pour essayer de voir si ça peut marcher. Donc il faut avoir la confiance d'un éditeur pour pouvoir lancer un livre, bien entendu. Sans cette confiance-là, on peut pas. Parce qu'un éditeur, c'est important d'en avoir un parce que il organise la diffusion, donc la représentation, tout ça. Et ça évite aussi d'investir et aussi surtout d'être financier. Donc c'est l'éditeur qui va me verser des sommes pour mon travail. Donc ça c'est important aussi de pouvoir avoir un éditeur pour en vivre. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec un scénariste régulièrement ou vous scénarisez vous-même vos bandes dessinées? Alors je travaille pratiquement jamais avec les mêmes scénaristes. J'ai changé beaucoup parce que justement je travaille par exemple pour les éditions du Cygne. C'est un éditeur qui fait des couples de scénaristes dessinateurs en fonction des projets. Donc sinon moi en tant que scénariste je travaille également sur une collection qui s'appelle Les Aventures d'Aline et j'ai également fait un album fantastique. Et j'ai également fait plutôt pas le texte, mais la conception de plusieurs livres historiques, dont des livres sur les châteaux forts, les villes fortifiées et des villes sur les rochers alsaciens. Les rochers à forme remarquable qu'on trouve dans les Vosges. Donc ça, c'est moi qui compose l'idée du bouquin et ensuite je fais appel à mon ami Guy Trendel qui va inscrire un texte en fonction de la mise en page qu'on a choisie avec les graphistes et la maison d'édition. Donc ça a fait l'objet de plusieurs petits livres sympas. D'accord. Du coup, comment est-ce que vous êtes tombé dans la bande dessinée? En tant que lecteur déjà peut-être et en tant que dessinateur par après? Alors un peu comme, je crois que c'est Astérix ou Obélix donc, qui est tombé dans la marmite. Je suis tombé tout petit donc dedans. La BD, moi c'est un... Donc enfant, mon père achetait les Spirou et là j'ai découvert en fait la franco-belge et j'ai dit je veux faire ça plus tard. Plus tard, quand j'ai commencé à être adolescent, j'ai découvert Métal Hurlant et j'ai découvert que la BD pouvait être plus cruelle, plus différente,
plus adulte. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs aspects de la bande dessinée, que la BD était vraiment un médium qui était vraiment très ouvert sur plusieurs styles, plusieurs genres, du réaliste au très comique, au pamphlet. Et de nos jours, en plus, il y a également le roman graphique qui s'est rajouté. Donc c'est vraiment quelque chose de totalement ouvert, où il y a beaucoup de possibilités. Et donc c'est dans ce média-là que j'ai trouvé le plus intéressant pour exprimer un peu mon art, c'est par rapport à d'autres domaines. Où la publicité, par exemple, on peut dessiner aussi pour la pub, mais on est beaucoup plus coincé dans quelque chose. Là, ça va être plus une demande très précise, alors que dans la BD, on peut quand même aller on peut travailler de façon très personnelle. D'accord. On parle souvent de la bande dessinée comme le cinéma du pauvre, mais est-ce qu'il y a une différence entre la bande dessinée et le cinéma? Qu'est-ce que ça apporte la bande dessinée en plus par rapport au cinéma? Alors, il faut dire, la BD, on peut faire une BD très spectaculaire, on peut mettre des centaines de personnages à moindre frais, alors que le cinéma, ça va coûter une fortune déjà. Ensuite, par rapport au cinéma, c'est vraiment, ça se ressemble de temps en temps par rapport au cadrage, au principe du champ contre champ. Il y a quand même une petite ressemblance. La BD a l'avantage des cases qui sont, par exemple, si vous étirez une case en longueur, vous pouvez exprimer par exemple le désert. Et si vous faites en hauteur, vous pouvez exprimer quelqu'un qui chute, par exemple. Donc ça donne un petit aspect. Le cinéma, ça va être le bruitage, la musique. Il y a certains grands films qui sont célèbres, surtout parce que la musique était aussi très belle. Hein, comme par exemple, si je prends les films de Sergio Leone, si vous enlevez la musique d'Ennio Morricone, il manque forcément quelque chose, malgré que le travail de cadrage est fantastique. Donc, si vous voulez, le cinéma a cet avantage-là. Et la BD, il faut dire aussi, on est un peu tout seul. Hein, donc, le cinéma, il y a énormément de gens, il y a la lumière. Quand vous voyez la fin d'un film, vous regardez le générique, c'est une liste qui n'en finit pas. Alors qu'en BD, finalement, il y a un dessinateur, un scénariste, un coloriste. Et des fois, c'est les trois, scénaristes, coloristes et dessinateurs qui se rejoignent en un seul album. Donc, vraiment, c'est vraiment un moindre coût. Le rapport au temps est aussi différent, j'ai l'impression, dans la bande dessinée et au cinéma. Oui, alors ça c'est intéressant d'essayer de faire des albums qui se lisent justement d'une traite. Moi j'ai acheté récemment le fameux Goldorak et j'ai acheté l'album sans regarder, sans feuilleter l'album. J'ai tourné petit à petit les pages et j'y ai pris énormément de plaisir. Et au bout d'un moment j'entendais la musique et j'entendais les sons des années 80 dans ma tête qui tournoyaient. C'était absolument fantastique. Et là j'ai remarqué que finalement on pouvait faire en BD, on pouvait faire quelque chose qui ressemble au cinéma. J'avais l'impression d'être dans un blockbuster. C'était tout à fait remarquable. On parlait un peu de l'évolution de l'apparition du roman graphique. Après, il y a aussi toute une partie de la bande dessinée qui s'ouvre vers le documentaire. Comment vous percevez-vous cette évolution de la bande dessinée dans notre espace culturel et quelle est la place maintenant qu'elle prend vraiment dans notre espace culturel? Alors, il y a autant dans l'espace au niveau commerçant que de l'apport culturel. Comment vous percevez ça? Je perçois déjà une bonne chose, c'est qu'à un moment donné, par exemple, en librairie, pour présenter une BD, il y avait toujours le même format. Donc, si on était en dessous de ce format-là, on se faisait recaler. Alors qu'aujourd'hui, les libraires sont obligés de faire des efforts pour présenter les albums parce qu'ils ont des formats de plus en plus hétéroclites. Ça, c'est l'apport finalement du roman graphique. Ensuite, au niveau des sujets, je trouve que c'est intéressant d'avoir des choses qui sont plus personnelles, plus forts. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent avec 120 pages, 300 pages. Donc c'est quelque chose qui est différent. Mon petit regret par rapport à avant, c'est peut-être la disparition de pas mal de revues. Donc je voyais que dans les revues, il y avait des choses qui étaient intéressantes, c'est qu'on pouvait aussi lancer des nouveaux styles, des nouveaux genres. Le roman graphique permet de pallier finalement à cette... Vous savez qu'au départ, on avait les BD étaient surtout publiées en revue et c'était exceptionnel quand elles sortaient en album. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Elles sortent d'abord en album et ensuite, c'est exceptionnel si elles paraissent dans des revues. Non. Les choses se sont totalement inversées et c'est un autre univers. Donc c'est assez intéressant finalement de voir ce choix extraordinaire qu'on peut avoir quand on rentre dans une librairie. C'est assez hétéroclite, assez diversifié et c'est plutôt agréable. Et on a toujours les grands classiques qui sont présents, comme les Tuniques Bleues, les Lucky Luke, et tous ces albums-là sont toujours là. Et il y a toute cette nouveauté qui permet aux gens de découvrir de nouvelles formes de bande dessinée. Oui. Et non, parce que je pensais aussi au fait que, par exemple, moi, quand j'étais, c'est pareil, je tombe dans la bande dessinée quand j'étais tout petit.
Et c'était par Astérix justement, je crois en plus. Donc mais à l'époque, c'était vraiment considéré comme un truc de gosse. Et je sais que mon père lisait aussi les albums d'Astérix, mais c'était presque caché. Ah oui. Comme un gamin. Et puis maintenant, par contre, il y a plus il y a moins de blocage, il y a moins de honte. C'est moins honteux de lire la bande dessinée quand on est adulte. Bah déjà parce que justement dans ces romans graphiques, il y a des BD qui sont compliqués à lire, qui sont pas forcément des BD simples, qui sont conçus d'une manière assez complexe et qui vont parler de sujets très graves aussi. Hein, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que la BD, heureusement, est moins regardée. Après, il y a encore des gens qui vont vous regarder de travers parce que vous faites de la BD, hein, qui vont trouver ça. Mais ce sont des gens qui sont restés, qui ont oublié de sortir de chez eux, de rentrer dans une librairie, parce que de nos jours, si vous voulez, la BD effectivement a pris des galons. Il y a énormément de festivals justement. Quand on parle de Strasbourg, mais voilà, il y a beaucoup de festivals qui sont un peu partout. Donc la BD a pris un nouveau tournant et on peut rencontrer aussi facilement les auteurs. Donc c'est vraiment un domaine qui s'est quand même... avant, on n'avait pas cette politique-là de... Si vous voulez, dans les époques, avant les années 80, la BD, c'était effectivement la BD jetable. Il y a juste Astérix, quelques albums comme ça qui permettaient un peu de sortir du lot, mais sinon, vous aviez les Black le Rock, tous ces albums-là, c'était des albums que c'était déconsidéré. Alors que c'est... Voilà. Et aujourd'hui, on les réédite d'ailleurs en format avec du beau papier, c'est avec format cartonné. C'est la preuve qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ces publications. Voilà. Et d'ailleurs, c'était souvent avec des très belles couvertures qui étaient dessinées pas par les mêmes dessinateurs, mais c'était des vrais petits chefs-d'œuvre de peinture, hein, souvent. Hein. Ah ouais. Et du coup, pour finir, quels sont vos derniers coups de cœur en bande dessinée ? Bah, je dirais le Goldorak, hein, donc qui est vraiment quelque chose vraiment de remarquable, qui m'a bien plu. Sinon, j'ai lu comment s'appelle cette BD là ? C'était Charlie IX, donc c'est l'histoire du roi Charles IX, et c'est assez intéressant de voir l'histoire aussi développée avec beaucoup d'humour et humour noir et grinçant. Donc ça m'a bien plu aussi. Donc mais c'est déjà assez ancien comme BD, je crois que ça remonte à 2-3 ans, donc 4 ans. Voilà.